Et notre prochain invité est Pascal Campion. Pascal est un artiste franco-américain, illustrateur, storyteller, concept designer. Installé à Los Angeles depuis 2014, Pascal travaille en freelance pour des clients comme, attention, DreamWorks Animation, Warner Bros., Hasbro, Paramount Pictures, Disney Features, Disney Toons, Bent Images Lab, Cartoon Network, Hulu, Marvel Comics, Method Animation, BRC Animations Art et PBS. C'est pas mal comme portfolio, ça. Donnons le bienvenue à Pascal Campion. Bonjour, comment ça va? Ah bon, il y a des gens qui répondent. Je remarque que vous êtes pas super interactifs. Donc, je me présente, je suis Pascal. Est-ce qu'il y a des gens qui connaissent mon boulot déjà? Oh, quand même quelques-uns, okay, super. Pour les autres, je suis désolé, il va falloir que je passe une demi-heure à m'écouter. Mais ce que je pensais faire, c'est que moi je ne suis pas comme les autres. Je n'ai pas une grosse présentation, je ne suis pas super calé. J'allais juste passer des images qui sont mes images, et puis raconter un petit peu comment je suis passé de grandir en France, à travailler aux États-Unis et être ici. Ça vous va? Ouais, super, ok. Donc, comme je disais, je suis Pascal. Je suis en fait né aux États-Unis. La plupart des gens pensent que je suis né en France, mais je suis né dans le New Jersey, là où il y a Bruce Springsteen. Par contre, je ne connais pas du tout parce que mes parents ont divorcé quand j'étais bébé, et je suis revenu en France avant l'âge de 2 ans. Donc, le bon truc de ce côté-là, c'est que j'avais un passeport américain, que j'ai toujours d'ailleurs, et qui m'a permis en fait d'aller vivre aux États-Unis plus tard. Donc après, je suis revenu en France, j'ai grandi dans le sud, à côté de Marseille, dans une petite ville qui s'appelle Martigues, vous connaissez, non? Ouais. Super, Martigues, j'aime beaucoup. Donc je grandissais là-bas, je lisais plein de BD, mais je dessinais pas des masses. Et j'ai plusieurs frères, je suis le plus jeune d'une famille de 8 enfants, enfin 4 plus 4. Oui, 4, oui. Donc, le plus petit. Et mon grand frère, lui, il lisait beaucoup de BD. Et souvent, j'allais dans sa chambre pour essayer de les prendre. Et il ne voulait pas me les donner. Il voulait me les donner que si je lui dessinais les personnages qui étaient sur la couverture. C'est comme ça que j'ai commencé à faire du dessin. Puis au bout d'un moment, quand j'arrivais à les dessiner, il me disait « Maintenant, il faut que tu me fasses des histoires avec ». Et c'est comme ça que je commençais à faire des petites BD. Donc, mais c'était plus tard. J'avais déjà 8 ou 9 ans à l'époque. Donc, je n'ai pas commencé très tôt. Et vers 10 ans, je me disais « Ok, super, j'aime beaucoup dessiner, j'aime beaucoup les Strange, les Special Strange, les Marvel Comics, les X-Men et compagnie, et les BD françaises aussi. » Et je me disais bah, « Tiens, plus tard, je vais faire de la BD. Je vais devenir illustrateur. » Et en 6e, je suis allé voir un prof de dessin. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, peut-être que je vais commencer ça aussi. Ouais. Je vous expliquerai un petit peu ce que c'est après, mais bon, ça c'est juste au cas où vous vous ennuyez, vous pouvez regarder les images. Je suis allé voir mon prof de dessin, donc en 6e, et je lui ai dit, voilà, moi je voudrais, voilà, mes dessins, j'étais tout content, je montrais ça, je voudrais être dessinateur pour les comics quand je grandissais. Et puis il regardait mes dessins, il regardait mes dessins. Pascal, mon petit, il faut que je te dise un truc, faut pas. Je crois que tu n'as vraiment pas de talent. Il ne faudra surtout pas que tu essayes de faire du dessin. Donc, ouais, à 11 ans, en fait, pendant 1 an, je me suis dit, peut-être qu'il a raison, peut-être que je devrais faire, je ne sais pas, vétérinaire ou cascadeur. Cascadeur, c'est ce que je voulais faire pendant un bout de temps. Donc, puis après, je me suis dit, ben non, quand même, je vais lui montrer, en fait, et puis je lui ai montré. Je essaie de le retrouver sur Facebook, mais je n'arrive pas à le trouver, donc c'est dommage. Mais il a dû changer de nom, il est mort, je ne sais pas. Mais en fait, il avait raison dans le sens où, lorsque je dessinais, je n'étais jamais le meilleur de la classe. Je dessinais beaucoup, et puis il y avait des gens qui arrivaient, qui prenaient un crayon, qui dessinaient la première fois, qui dessinaient mieux que moi, et ça m'énervait énormément. Je suis arrivé en seconde, et c'était pareil, j'ai commencé un fan magazine avec des amis, puis c'était pareil. Moi, je dessinais énormément, mais je n'étais jamais le meilleur, mais je dessinais beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est une fois après que le lycée soit terminé, que j'ai commencé à vouloir aller aux Arts Déco. Que je suis devenu un peu meilleur. Mais entre ça, lorsque j'ai eu mon bac, mes parents ont perdu leur maison, il a fallu que je parte, et donc je suis allé dans l'armée, je fais le service militaire, qui est plus obligatoire maintenant, je crois maintenant. Hein. Bravo, parce que c'était pas rigolo. À Colmar, il faisait froid, comme ici. Ouais, il faisait gris aussi. Mais bon, bref, je fais service, après je suis revenu, je suis allé habiter à Strasbourg, parce que ma soeur habitait à Strasbourg, qui est une très belle ville d'ailleurs, très froide aussi. Et je suis allé, pendant la première année, je travaillais dans un restaurant. Donc, je suis devenu chef dans un restaurant qui s'appelait le Flams, qui était super, la Flammkuche, des pizzas, enfin on ne peut pas dire pizza alsacienne, mais c'était des pizzas alsaciennes. Et au bout d'un moment, j'ai fait un concours d'entrée pour aller aux Arts Déco de Strasbourg. Quelqu'un connaît les Arts Déco de Strasbourg? À l'époque, c'était super. Il y a des Arts Déco aussi? Non? Non, ok.
Et là, donc, moi, j'étais tout content parce que j'étais pris. Et je me suis dit, c'est bon, je vais aller, je vais apprendre à dessiner. Et donc, on arrive et les premiers jours, on disait, alors, toi, tu vas me faire quoi? Ouais, je vais me faire du dessin. Super, tu vas faire du bois et tu vas faire du métal. Je dis, quoi? Je dis, ouais. L'idée, c'était que pendant la première année, ils allaient nous faire tout, sauf ce qu'on aimait faire, pour qu'on puisse expandre, épandre, agrandir, étendre nos horizons. Désolé, j'ai tellement l'habitude de parler anglais que ça fait 20 ans que j'habite aux États-Unis, donc le français se perd un petit peu, quoi. Enfin, bref, donc pendant les premières années, je fais un peu de tout, sauf du dessin. Je fais du bois, du métal, du papier, je fais créer mon propre papier. Et en fait, ils avaient raison, ça m'a beaucoup ouvert l'esprit, parce que lorsque je suis arrivé en section illustration, moi qui voulais faire du dessin comme les super-héros de Strange et compagnie, je me suis persuadé qu'il y avait plein de manières différentes de dessiner. On avait ce gars en classe, Julien, qui lui prenait 3 ou 4 crayons de couleur et il dessinait en même temps et il créait des... Ah, ça c'est ma fille, ça. J'en reparlerai plus tard, mais c'est ma fille, Lily, il y a 10 ans, 11 ans. Et donc ce gars, il dessinait avec 3 crayons à la fois, et il faisait des trucs vraiment extraordinaires. Et ça m'a ouvert l'esprit aux différentes possibilités de dessin. Parce que la vérité, c'est qu'en fait, moi, en tant que dessin pur, je ne suis pas très fort. Je suis très bon à raconter des histoires, mais pas très bon à dessiner. Et l'école, les arts déco, en fait, ne nous forçaient pas à dessiner. Donc on était en section illustration, mais le gros de la section illustration des arts déco, c'était la narration. Et ils voulaient qu'on soit capable de raconter des histoires avec des images, quelles que soient ces images, que ce soit des photos, des magazines découpés, des trucs en pâte à modeler qu'on pouvait réassembler après. Mais ils ne forçaient pas le dessin. Ni le dessin, ni la couleur, ni la composition, ni l'anatomie, ni quoi que ce soit. Tout, c'était, si tu peux faire des croquis, raconter une histoire, c'est génial. Et c'était super frustrant au départ, parce que moi je me disais, je veux apprendre à dessiner. Et puis en fait, je me suis aperçu que c'était quelque chose de très très utile, surtout par la suite. À l'époque, c'était ah, qu'est-ce que je fais ici? Mais bon, une fois que j'ai eu mon diplôme, je suis parti vivre aux États-Unis, ce que je pouvais. Je me suis dit, je vais aller vivre là-bas pendant 1 an, puis je vais rentrer en France pour faire de la BD. Et puis je suis arrivé aux États-Unis avec une valise et 554 francs, je crois, ou dollars, je ne sais plus, l'un ou l'autre. Enfin, bon, pas énorme, quoi, mais c'était bien, c'est l'aventure, quoi. Et je suis arrivé à Kansas City, parce que c'est mon frère qui habite là-bas. Kansas City, donc si vous avez vu des westerns, je crois que vous avez vu, il y a plein de vaches partout, c'est plein de plaines, c'est beaucoup de cowboys, beaucoup de country music, qui est super. Et en fait, c'est génial. Mon frère habitait dans une petite ville qui s'appelait Gun City, donc vraiment, Gun City, vraiment le truc, le voisin le plus proche était à 1 km ou plus, enfin 1 miles. Et il y avait 62 habitants dans ce village, et je suis arrivé là-bas, et 1 semaine après, il a commencé à neiger, on était bloqués dans sa maison pendant 1 semaine, on ne pouvait pas sortir, Il m'avait construit un ordinateur, c'était mon premier ordinateur, et il m'avait trouvé une copie d'un software qui s'appelait Flash. Vous connaissez Flash? Maintenant, ça s'appelle Animate. Ouais. Et donc là, j'étais chez lui, donc je m'amusais avec, je regardais la neige tomber, puis je dessinais sur Flash. Et j'ai commencé à faire des petites animations. Je n'avais pas fait d'études en animation du tout, mais j'adorais ça, le fait qu'on pouvait faire des dessins, appuyer sur Entrée, puis ça défilait, ça faisait des animations. Quoi. Donc, c'était super. Et c'était en 2000. Donc oui, je suis 2000, c'est 20 ans, waouh. Et donc j'ai commencé à faire ces animations, à les poster sur le net, ça commençait à devenir populaire à l'époque, surtout aux États-Unis. Et puis je faisais juste, surtout pour passer le temps, en me demandant qu'est-ce que je vais faire, quand est-ce que la neige va partir pour que je puisse rentrer en France et commencer à travailler. Et puis en fait, au bout d'1 mois, à force de poster ces animations en ligne, j'ai commencé à avoir des appels de compagnies aux États-Unis qui disaient on a vu tes animations, on adore ça, est-ce que tu veux faire du boulot pour nous? Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler avec les États-Unis. Et donc le premier boulot que j'ai eu avec les États-Unis, c'était une boîte qui était à San Francisco, qui s'appelait Mondo Media, et qui à l'époque faisait des tonnes de shorts, des e-shorts. Donc c'était des petits shorts en flash, et ils me demandaient de faire des storyboards. Et donc c'est super, donc moi tout d'un coup je gagnais plein d'argent, parce que pour moi c'était énormément d'argent. C'était $400 par storyboard, c'était génial. Et ils m'envoyaient un script, je faisais un storyboard, je leur envoyais, et puis ils étaient tout contents. Donc ça a duré 3 mois. Et puis je me suis fait virer, et ils ne me l'ont jamais dit. Donc ça, c'est assez rigolo, parce que pendant 2 semaines, je disais hey, quand est-ce qu'ils viennent les nouveaux scripts? Et puis ils ne me répondaient pas. Et puis un jour, ils ont eu un company email, un email de toute la compagnie qui disait que en fait, le choix sur lequel j'avais été était viré, que comme toutes les personnes qui bossaient sur ce choix étaient virées, et personne n'avait pensé à m'avertir. Donc en fait, moi j'attendais, et puis il n'y a plus de choix. Donc j'étais embauché et viré. J'ai toutes mes expériences dans les premiers mois que j'étais là-bas. Donc c'est super. 1 semaine après ça, je reçois un autre coup de téléphone, enfin c'est un email à ce moment-là, d'un gars qui est à Portland, dans l'Oregon, et qui me dit j'ai vu tes animations, c'est super, on a une boîte ici à Portland, on fait
des animations flash, ça te dirait de venir et de bosser pour nous. Je dis, bah, pourquoi pas. Donc, ils me font venir à Portland. Je la rencontre. Ils sont super. Ils me font venir, ils me proposent un contrat. Je viens, je vais là-bas et puis ils me font travailler sous flash en animation. Et le premier jour que je suis là-bas, je regarde, j'essaie, et puis j'ai horreur de ça. Je dis, ah, je me connais la tête. Littéralement, je suis sorti, je criais, ah, quelqu'un qui passait, ça va, ça va. Oui, oui, c'est rien. Ah. Je suis très expressif comme ça. Je crois que vous avez dû le remarquer. Et donc là, je suis là, et pendant 2-3 semaines, je me dis, mais qu'est-ce que je fais ici? J'ai horreur de ça. Parce que la raison pour laquelle j'avais horreur de ça, c'est parce que c'était tout avec des marionnettes. Moi qui voulais dessiner, j'étais là, je devais bouger une bouche, je devais bouger une main, je devais bouger l'ensemble. C'est pas mon truc. Il y a des gens qui font ça très très, très bien, et j'aime bien ça quand c'est bien fait, mais moi, le faire, c'était pas mon truc. Et donc, j'étais prêt à démissionner et rentrer, et à ce moment-là, le story artist de la boîte a trouvé un autre poste à Seattle. Et donc, du coup, il y avait une disponibilité, c'est comme ça qu'on dit, ouais, il y avait une ouverture. Et donc, j'ai postulé pour le poste et je l'ai eu. Et c'est là où je me suis aperçu qu'en fait, tout ce que j'avais pris aux Arts Déco, ça m'avait préparé pour ce genre de boulot. Parce que tout d'un coup, je pouvais faire les boards pour toute une série, puis après pour 2 séries. Et au bout d'1 mois, j'étais le board artist pour toute la boîte. Je faisais tous les stories, parce que j'étais le plus rapide et le plus efficace à raconter des histoires. Parce que ça, c'était un truc que je commençais à comprendre un temps là-bas, c'est que la plupart des gens, quand ils vont dans les écoles américaines, ils apprennent la technique, mais pas comment raconter des histoires, pas comment l'utiliser. Et nous, en France, c'était le contraire. Donc ça, si vous êtes français, que vous allez aux États-Unis, c'est bien pour vous, ça. Quoique ça change un petit peu, je crois. Donc, du coup, là, je suis devenu le chef storyboard artist de toute la boîte pendant quelques mois. Et puis, tout d'un coup, il n'y a plus d'argent. Tout était parti. La boîte avait des millions de dollars. Ils avaient acheté. La boîte s'appelait Flying Rhinoceros. Ils avaient acheté une statue qui faisait peut-être la taille de cet écran. C'était une espèce de rhinocéros sur un avion qui sortait d'un mur. Ils avaient 3 machines cappuccino avec gold plated, avec de l'or dessus. C'était ce truc, mais ils n'avaient plus d'argent pour nous payer. Donc on disait, oui, il est passé où l'argent? Ça, on n'en a plus. Mais c'était parce que la dot-com economy s'était effondrée, donc tout le monde n'avait plus de boulot, quoi. Et à ce moment-là, un de mes potes avait trouvé une annonce sur Internet pour un boulot à Hawaï. Et il me dit, il y avait 2 postes, il y avait un pour un illustrateur et un pour un animateur. Il me dit, moi, il vient me voir, il s'appelait Kevin. Il fait, Pascal, tu viens avec moi, on va postuler là-bas, moi je vais faire l'animation, toi tu vas faire de l'illustration. Je dis, ok, d'accord. Donc il y va. Et donc il trouve le poste le mardi. Le mercredi, j'envoie mon portfolio, les images que j'avais. Le jeudi, j'ai une interview téléphonique avec eux. Le vendredi, ils me font venir. Je passe le week-end à Hawaï, sur la plage, c'était génial. J'avais chaud quand même, hein. C'était chaud. Le lundi, j'ai une interview avec eux. Je rentre le lundi soir, et le mardi, ils me donnent le boulot. Et je repars, et le vendredi, j'habite à Hawaï. Donc, entre le temps où j'ai découvert le poste et le temps où j'habite à Hawaï, c'était même pas 2 semaines. C'était vraiment... ça, c'est les États-Unis. C'est super rapide, quoi. Et donc, j'habite à Hawaï. Et vous voyez ce que c'est, Hawaï? C'est exactement comme ça, quoi. Tu te balades en... Non, mais je me rappelle, arrivé là-bas, je venais de Portland, donc il neigeait là-bas, et puis j'arrive sur la plage, et j'avais un pantalon, j'avais un pull, et j'étais là, littéralement sur la plage, parce que mon hôtel était à côté de la plage, et j'avais une valise à la main ou un sac, et puis il y avait des gens qui faisaient du jogging en short, tout ça en presque rien, et des filles magnifiques de partout. J'étais plus jeune aussi à l'époque, hein, et donc je vis là-bas pendant à peu près 1 an et demi, et puis donc là-bas je bosse dans une boîte qui fait la boîte s'appelait Prel. Et donc cette boîte-là, elle fait de... Comment expliquer? C'est une boîte gouvernementale américaine qui a plusieurs... Ils ont un grand bâtiment à Honolulu et ils ont plusieurs étages dans ce bâtiment. Et chaque étage, c'est comme une boîte différente en fait. Et ils ont chaque année, tous les 4 ans, ils ont un budget qui leur est donné. Pendant 4 ans, ils font ce qu'ils veulent. Et à la fin de 4 ans, il faut qu'ils proposent leur projet. Et ils voient s'ils ont plus d'argent pour le continuer ou pas, quoi. Et moi, je bosse sur un des étages, au ras du sol, en fait. Enfin, le premier étage, non. Le rez-de-chaussée. Désolé, aux États-Unis, c'est le contraire. Enfin, bon, bref. Au rez-de-chaussée, dans une boîte qui faisait un jeu vidéo pour apprendre aux enfants des îles comment parler anglais. C'était super, quoi. Le seul problème, c'est que la plupart des enfants des îles n'ont pas d'ordinateur. Donc, c'est vraiment dur de présenter ce projet, quoi, là. Et quand je suis arrivé là-bas, ils étaient sur le projet 1, module 1, leçon 1. Et quand je suis parti 1 an après, ils étaient toujours sur le projet 1, leçon 1, module 1. Donc, ils n'avaient pas avancé. Mais le truc, c'est qu'ils avaient cet argent pendant 4 ans, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc, du coup, on arrivait là-bas. Pour la fête de Noël, ils avaient loué un paquebot.
Ils avaient pris toute la compagnie, on était 300, donc on est sur un paquebot qui peut tenir 3000 personnes, vous imaginez pas ce qu'on avait. On a fait le tour de l'île, on est rentré, ils avaient loué un énorme restaurant, on avait des fêtes, on avait des danseuses, on avait de tout, quoi. Mais on faisait rien au boulot, quoi. Donc, tout ce qu'ils voulaient, c'est qu'on soit à 9 h et qu'on parte à 5 h. Entre-temps, on faisait ce qu'on voulait, quoi. Donc c'était assez rigolo. À ce moment-là, j'ai rencontré une fille qui travaillait là-bas, comme il y a toujours beaucoup de filles, quoi. Et elle était de San Francisco. Et elle venait juste de sortir de l'université. Et donc, elle habitait là-bas pendant un an, en se disant ouais, mes parents ont une maison là-bas, je vais habiter là-bas, puis après, je vais rentrer. Donc, et ses parents lui ont dit écoute, on va vendre la maison, il faut que tu rentres. Donc, elle est repartie. À ce moment-là, je savais que j'étais amoureux d'elle, ou je pensais être amoureux d'elle. Et j'ai dit je vais venir avec toi. Et donc, je me préparais à partir. Et à ce moment-là, je reçois un coup de téléphone. Vous avez remarqué, il y aura beaucoup de coups de téléphone dans mon histoire. Et c'était un gars qui habitait à Portland, qui commençait sa boîte, qui avait vu ce que j'avais fait lorsque j'étais déjà là-bas, et qui me disait écoute, nous, on va commencer une boîte de publicité, de production de pubs, et on aime beaucoup ce que tu fais en animation, pourquoi tu ne viendrais pas nous aider à faire nos pubs? Ils avaient 20 pubs à faire pour Cartoon Network à l'époque. Et je dis oh super, j'ai jamais bossé sur un truc de télé, donc c'est génial, je veux venir, et ça va être super, quoi. Et donc je vais là-bas, et puis j'arrive dans ce studio, et déjà je lâche tout à Hawaï, je dis ok, je lâche mon appart. On avait un appart super, on a un appart qui faisait peut-être du miroir jusqu'à ce miroir-là, qui était tout autour d'un immeuble. On paye $600 à deux par mois, c'est un truc génial. Et j'ai tout laissé tomber, je suis allé à Portland, et je suis arrivé dans un bureau. Le bureau entier, il devait faire peut-être la moitié de ce stage. Et on était 6 personnes dedans. Donc quand il y en a un qui devait sortir, tout le monde devait se lever. C'était assez rigolo. Il faisait chaud, il n'y avait pas d'air conditionné, c'était en plein été. Et ils avaient toutes ces pubs à faire pour Cartoon Network. Donc moi, au bout d'un moment, je dis oh, mais qu'est-ce que je fais là? Mais j'ai commencé à travailler avec eux, et c'est là où j'ai vraiment commencé à apprendre à travailler. C'est-à-dire que eux, c'était vraiment des bosseurs de bosseurs, quoi. Ils bossaient tous les jours, du lundi au dimanche, du matin au soir. Ils étaient, comme c'est une start-up, ils n'avaient pas beaucoup d'argent, mais ils avaient beaucoup d'envie. Et donc on a fait ces pubs d'abord avec Cartoon Network, et après ça on commençait à faire des pitchs. Et c'est là où moi, j'ai commencé à faire des animatiques. Donc ça, ce que les animatiques, c'est je faisais des pubs de 30 secondes, une par jour. Et on les présentait aux clients pour avoir des projets. Donc, en général, je devais en faire au moins 10 pour en avoir une. Et au bout d'un moment, ça commence à venir. On a une grosse pub pour Ritz. Vous connaissez le beurre de cacahuète? Vous savez ce que c'est, quoi? Ouais? Oui? Non? Oui. On a fait une pub pour Reese's Pieces, qui était ce bonbon au chocolat enrobé de peanut butter. Et pour la pub, ils nous ont vendu des énormes, des bacs comme ça, de beurre de cacahuète. Donc on avait un entrepôt énorme qu'on avait loué juste pour la pub. On avait des centaines de trucs de beurre de cacahuète de partout. Donc on y allait le matin, on revenait, on puait le beurre de cacahuète tous les jours. C'était super. Enfin, c'était bien, c'était une belle expérience, quoi. Mais donc on avait ces pubs, on avait de plus en plus de pubs. Et puis au bout d'un moment, au bout de à peu près 6 mois, parce que ça va très vite aux États-Unis, au bout de 6 mois, il y a tellement de pubs que les réalisateurs de la boîte ne peuvent plus toutes les faire. Et donc on reçoit ce pitch pour une pub pour des centres commerciaux. Et le Shell, un des partenaires de la boîte, vient me voir et dit Pascal, écoute, on n'a pas le temps de faire cette pub, mais si tu veux, toi tu fais le pitch, comme tu fais les animatiques, et si on la gagne, bah, tu vas faire la réalisation. Je dis oh super, ok, d'accord. Et donc je fais le pitch et on gagne la pub. Et donc au moment de signer le contrat, les clients disent mais on ne veut pas que ce soit Pascal qui dirige, qui fasse la réalisation parce qu'il n'a jamais fait de pub, donc on veut que toi, tu fasses la réalisation, que Pascal soit ton co-directeur. Donc le partenaire dit d'accord, pas de problème. Et on commence à faire la pub, et 2 jours après, mystérieusement, il tombe malade. Il n'était pas vraiment malade, il voulait juste s'enlever. Le fait qu'on ait la pub, comme ça, les gens étaient obligés d'aller avec moi. Et la raison pour laquelle ils avaient fait ça, c'est parce qu'en fait, ils voulaient qu'il y ait plus de réalisateurs. Et la raison pour laquelle je raconte cette histoire, c'est parce que c'est une des choses qui m'a le plus marqué lorsque j'étais là-bas, c'est la manière dont les gens cèdent. Je sais qu'on entend beaucoup dans les films, trucs comme ça, où tout le monde se tire les uns sur les autres, alors que là-bas, c'était le contraire. Tout ce que je voyais, c'est que les gens cédaient les uns aux autres à grandir. Et les partenaires de cette boîte, ils m'ont formé complètement. Ils m'ont fait devenir réalisateur en 6 mois. Donc, à l'âge de 26 ans, je réalisais plein de pubs, je faisais plein d'argent. Et plein d'argent, enfin, beaucoup d'argent. Mais je bossais tout le temps. Et à ce moment-là, j'avais rompu avec ma copine. Parce que je bossais tout le temps en fait. J'allais la voir à San Francisco toutes les 2 semaines et j'étais tellement crevé que moi je voulais dormir et elle voulait sortir et je je fais beaucoup de désolé, j'ai des enfants donc on fait beaucoup de trucs comme ça. Donc on a rompu et puis moi je bossais là-bas et puis donc je suis resté à Portland pendant à peu près 2 ans et je faisais que l'animation. Je dessinais pas du tout, je faisais que l'animation.
Et ça marchait très, très, très bien. J'avais une grande maison là-bas, vue sur les montagnes. Tout se passait bien. Je faisais venir mes parents, parce que je pouvais leur payer le voyage, etc. Tout était bien. Mais le problème, c'est que j'avais absolument aucune vie sociale. Parce que j'allais le matin à 6h30 du matin et je rentrais le dimanche soir à 9h30, 10h du soir. Et un jour, je me rappelle, c'était un samedi soir, je faisais une pub et je rentrais chez moi, c'était peut-être 2h du matin, le dimanche matin, je me disais, mais qu'est-ce que je fais avec ma vie? Et à ce moment-là, je reçois un coup de téléphone, dans les semaines qui viennent, de mon ex, de ma copine, avec qui on était plus ensemble, qui disait, écoute, ça te dirait de venir passer quelques temps à San Francisco, qu'on se repart. En gros, elle voulait me revoir, ou je voulais la revoir, donc je suis retourné à San Francisco. Mais ça va vite, dis donc, je ne suis même pas la moitié de l'histoire là. Wow. Ça va, ça vous plaît, ou j'accélère Désolé. On va aller plus vite. Donc, en gros, je vais en San Francisco, je me remets avec elle, elle me dit, écoute, moi, je ne peux pas continuer comme ça. Si tu veux qu'on soit ensemble, il faut que tu sois ici. Et donc, moi, je vais voir les patrons de ma boîte, je leur dis, écoutez, je suis désolé, là, je suis tombé amoureux, il va falloir que je aille à San Francisco. Puis ils me regardent tous, puis ils m'applaudissent, ils m'embrassent. Bravo, vas-y, sors de là, etc. Parce que le truc, c'est qu'ils avaient tous divorcé, en fait. Et je dis, non, vas-y, échappe-toi pendant que tu le peux, c'est bien. Il y en a un qui était dans le processus de divorce, alors que je disais, ok, d'accord. Mais avant que je parte, ils m'ont fait signer un contrat d'exclusivité. Et donc, du coup, je suis allé à San Francisco et j'avais pas de boulot, en fait, à l'époque. Enfin, je quittais la boîte, mais ils m'avaient fait un contrat. Donc, en fait, même en étant là-bas, je pouvais faire encore des pubs pour eux, mais de San Francisco. Et avant de partir, je reçois encore un appel. C'est marrant parce que pour l'instant, je n'ai pas encore envoyé de portfolio à quelque boîte que ce soit pour avoir un boulot. C'est toujours des gens qui m'appellent grâce à Internet. Et une boîte qui m'appelle, qui me dit, écoute, nous, on est à Emeryville, on fait de l'animation. Je dis, ah ben, je connais bien Emeryville, il y a un truc là-bas, ouais, c'est vrai. C'est Pixar qui est à Emeryville, ouais. Mais ce n'était pas eux, en fait. Et on voudrait bien que tu viennes bosser avec nous. Donc je vais à Emeryville, puis j'arrive, je me pointe devant Pixar. Je dis, non, 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 c'est au coin de la rue, ta boîte. Ah, d'accord. Littéralement, c'était au coin de la rue. C'était Pixar qui avait tout un bloc, puis au coin de la rue, là, et là, il y avait Leapfrog qui était là. Donc, ça. Et donc j'étais à Leapfrog, et eux, ce qu'ils faisaient, Leapfrog, c'était une boîte de jeux, une boîte de jouets. Et ils faisaient des jouets, ils avaient une portion qui était c'était comme la Wii, mais avant la Wii, quoi. Et c'était des petits jeux vidéo qu'ils faisaient, et moi, j'étais censé venir et faire qu'est-ce que je faisais? Je faisais du lead animation. Je faisais lead animation pour les jeux vidéo. Et donc j'ai fait un petit jeu de dragon que j'ai fait entièrement tout seul. Ils m'ont dit, oh c'est super, tu fais ça, donc tu vas apprendre à tout le monde comment faire ça. Et donc du coup, après, il m'a fallu un mois pour faire le jeu de dragon. Et après, je faisais plus de dessin ou plus d'animation du tout. J'étais juste un manager, je donnais à toutes les équipes, je leur expliquais comment je faisais mon boulot, ce qu'il fallait faire. Donc en fait, je ne dessinais plus du tout, c'était vraiment super embêtant. Et donc c'est là où j'ai commencé à faire ça, ce que vous voyez derrière moi. Donc tous les matins, je me dis, je veux venir et je vais commencer à faire un croquis, enfin un dessin, que je vais poster en ligne, et je vais appeler ça mon sketch du jour. Enfin, je n'avais pas de nom pour ça. À l'époque, c'est juste parce que je voulais dessiner, quoi. Et je commence à faire ça, donc c'est ces images que vous voyez derrière moi. Il y avait une raison. Et je commence à faire ces images qui sont, d'abord, les premières, c'est celles que vous avez vues au tout début. Bon, je ne vais pas revenir, elle est toute simple. Attends, vas-y, continue. Ah, zut. Ah, c'est comme ça, yay. Ça marche, ça continue? Mais non, ça va aller. Ah, vas-y. Ça marche. Et donc, je commence à faire ces images. Et en fait, ça marche, c'est bon. Ah oui. Et au bout d'un mois, peut-être un mois et demi, je reçois un appel de Disney. Disney qui me disait, écoute, on a vu tes images en ligne, c'est super. Là, on a une boîte. Disney, enfin, on disait on est une boîte, mais c'est une grosse boîte. Et on a une section de Disney qui fait des shorts. Donc, les shorts, ils faisaient plein de petites animations courtes, je crois que c'était entre 10 et 15 minutes. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils cherchaient en ligne des gens qu'ils aimaient bien. Ils les mettaient en partenaire avec des écrivains. Et ensemble, ils créaient un petit short. Et si le short marchait bien, ils allaient faire une série. Donc j'ai commencé à faire ça pendant que j'étais encore Leapfrog. Je travaillais sur un short, un truc de fantasy, avec je ne sais plus comment il s'appelait. Mais à mi-chemin, ils ont fermé la boîte parce qu'ils sont aperçus qu'en fait, ils ne gagnaient pas d'argent avec cette boîte. Mais à ce moment-là, j'avais fait assez de boulot sur ce short-là que le patron de Disney TV, qui ne ressemble pas du tout à ce que j'imaginais, un gars qui s'appelle Mike Moon, avait vu mon boulot et me fait venir. Et donc j'arrive dans son bureau et puis il y a ce grand gars, un black, bien costaud qui est là. Lui, c'est le VP. Et puis il y avait Mike Moon c'est un surfeur, il était comme ça. On a un mec qui fumait des joints, c'était vachement rigolo. C'est le patron de Disney, c'est waouh, ça c'est rigolo. C'est dude, hey, c'est vraiment.
Il était chouette, j'aimais bien. Quoi. Elle me fait, moi j'aime bien ce que tu fais, là on fait plein de pilotes, est-ce que ça te dirait de bosser avec nous pour faire des pilotes de shows? Je dis, oh, d'accord. Donc à ce moment-là, j'avais un contrat avec Disney et je travaillais encore Leapfrog. Et avec Disney, donc, je faisais du développement pour les pilotes qu'ils avaient. Donc j'ai fait des dizaines et des dizaines de pilotes avec eux. Aucun n'a jamais été fait d'ailleurs, parce que c'est assez rigolo. Et je continue à bosser à Leapfrog. Et à ce moment donné, on allait se marier. Et ma copine avec qui j'étais, puis on est toujours mariés, donc hey. C'est bien ça. D'ailleurs, c'est elle qui arrive sur les histoires. Allez, viens. Bon, elle n'est pas là. Ah si, ça c'est la femme là. En bas, là, elle, ça c'est ma femme. Hi honey. Et donc on allait se marier. J'ai demandé 3 semaines de congé à Leapfrog. Ils me l'ont refusé en me disant qu'ils ne pouvaient pas me donner 3 semaines. Donc j'ai quitté Leapfrog. J'ai donné mes 2 semaines de démission. Et le jour avant le dernier jour à Leapfrog, j'ai reçu un autre appel de téléphone. Et c'était une boîte qui s'appelait, comment s'appelait celle-là? Elle s'appelait Wellbrain, à San Francisco, qui faisait une série télé qui s'appelait Bubble Guppies. Vous connaissez Bubble Guppies ou c'est trop vieux pour vous? C'est des petites... Ouais. Il y en a qui connaissent? Waouh, super. Ah ouais, c'est les plus vieux, ouais. Désolé. Ils recherchaient un directeur artistique. Donc là, c'était assez rigolo parce que je me dis, ouais, je vais y aller, mais j'ai pas vraiment envie de faire ça parce que c'est des petites sirènes en 3D. Et puis moi, les petites sirènes, ça m'intéresse pas trop. Donc je vais dans leur bureau. Ils me font alors, tu veux combien pour ça? Alors je dis un chiffre super élevé. Ils me disent, parfait, tu peux commencer lundi. Je fais, oh! Et, en fait, il y avait plein d'argent. Le truc que je me suis aperçu un peu après, c'est qu'ils avaient vendu la direction artistique en utilisant mes dessins, donc ils étaient obligés de m'embaucher. J'aurais pu demander 3 fois plus, ils auraient été obligés de m'embaucher de toute façon. Quand ma femme a fait ça, je me tu aurais dû demander plus. Et donc j'ai fait la première saison, et là c'est là où je me suis aperçu que, au début ça marchait super bien, j'ai fait des tonnes et des tonnes et des tonnes de dessins, des centaines de dessins, j'avais plus de 500 dessins de production, crayon sur papier, c'était vachement sympa. Et puis après on commençait à avoir des retours de la boîte de Nick Jr., parce que c'était eux qui le faisaient. Et tous les retours, c'était est-ce que vous pouvez faire il fallait que je refasse tous les décors, parce que tous les décors, j'avais fait des angles droits, et il fallait que je les fasse arrondis, parce que la boîte qui faisait les jouets ne pouvait pas faire des angles droits. Donc il a fait qu'on refasse l'ensemble de la série entièrement pour qu'on puisse faire des jouets. Et à un moment donné, un des personnages a des cheveux roses, et apparemment le rose que la boîte de jouets avait acheté était différent du rose qu'on avait, donc il fallait qu'on redécolore tous les personnages pour qu'ils puissent être. Et c'est là où je me suis aperçu que vraiment tout ce qu'on faisait, c'était vraiment une grosse pub pour des jouets, quoi. Donc ça m'avait un peu... Donc j'ai quitté la boîte, et là j'ai formé mon prof, on a loué un studio avec des amis, et là il va falloir que je me dépêche parce qu'on arrive à la fin, je suis désolé, à San Francisco, donc là à ce moment-là je devais avoir 30 ans, et on était 4 potes, 3 garçons et une fille, on était dans un petit studio à San Francisco, c'est vraiment une vie de rêve, quoi, vraiment fantastique. Et moi je faisais encore du freelance, je faisais des pubs, je faisais surtout des pubs, des animations. Et un jour mon pote, il a un poste, il est embauché par Blue Sky qui est à New York. Et alors on va aller marcher, on va aller chercher un sandwich à midi, puis on est en train de marcher. Je dis Mike, tu vas me manquer, tu es mon meilleur ami, tu vas partir à New York, ça va être vraiment triste sans toi. Il me dit mais t'inquiète pas, avant que je revienne, tu vas être embauché à DreamWorks. Et littéralement 5 minutes après, mon téléphone sonne. Et c'est allô, oui, je suis une recruteuse de DreamWorks. Ah! Et c'était une recruteuse de DreamWorks. Un des réalisateurs avait vu mon blog. À l'époque, le blog était un gros truc. Il aimait bien ce que je faisais. Ils avaient un film à ce moment-là qui était sur des ombres et compagnie. Et donc, il me disait, est-ce que ça te dirait de venir à Los Angeles pendant 1 ou 2 semaines et on va faire un blitz. Et je sais, c'est quoi un blitz? Il me fait, un blitz, on prend plein d'artistes qui ne sont pas de la boîte, on les met dans une salle ensemble, et on les fait dessiner sur ce concept sans qu'ils connaissent rien de l'histoire pour qu'on puisse débloquer, parce qu'on est coincé sur l'histoire. Je dis, ok, super. Donc ils me font venir à Los Angeles. Et là, Los Angeles, c'est tout à fait ce que j'imaginais. J'arrive dans l'aéroport, une voiture qui m'attend, on file dans les dédales de béton, béton c'est autre chose, béton de partout. J'arrive à DreamWorks, il y a un énorme campus au milieu de nulle part. L'endroit où c'était complètement désolé. Et tu arrives à l'intérieur, tu as une grande fontaine, c'est comme un truc italien, c'est magnifique. Et moi, j'ai encore jamais bossé sur un truc de film. Et là, le gars, il me dit, écoute, voilà, alors il me pitch l'histoire. Il me fait, tu veux faire quoi dessus? Je dis, je sais pas, il faut que je fasse quoi en fait? Il me fait, tu veux faire quoi? Je dis, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me dit, ah ouais, vas-y, rentre chez toi, tu fais le décor de là où le gars il habite. Donc je rentre chez moi, je commence à faire des images. Et moi, je sais pas du tout ce que je fais, donc je fais plein d'images. Et ils adorent ça. Donc de 2 semaines, ça devient 1 mois, après ça devient 6 mois. Et au bout d'un moment, il faut qu'on entre en production.
Et alors moi, je n'avais pas compris qu'en fait, on n'était pas en production, qu'on était en pré-production. Donc à ce moment-là, je commence à parler avec les production designers. Ils me disent, OK, voilà, on va dessiner cet ascenseur, tu nous le prépares pour qu'on puisse faire un test d'animation. Donc moi, je fais mes dessins, je leur renvoie, je suis tout content. Ils me disent, OK, c'est super, c'est vraiment chouette, mais vas-y, termine-le. Je dis, mais c'est terminé, là, il n'y a rien d'autre à faire. Quoi. Je dis, ah, OK, d'accord. Et donc, en fait, je me fais virer. Je dis, ah. Et donc, je me suis embauché et viré d'un film d'animation sans savoir ce que je faisais, en fait. Donc ça, c'est vachement rigolo. Mais en faisant virer, d'autres gens dans la boîte avaient vu ce que j'avais fait pour les dessins de pré-production, et je suis allé sur un autre film qui s'appelait Sherman Peabody, là où j'ai appris plein de choses. Après, je suis allé sur les pingouins de Madagascar. Et à ce moment-là, je reçois un message Facebook. Et là, c'est un gars qui me dit, écoute, moi, je suis le directeur d'un film qui s'appelle La Petite Sirène. Je ne sais pas si tu as entendu parler. Je dis, non, je ne connais pas du tout. J'aime bien ton boulot. On fait un autre film à Disney. Est-ce que ça te dirait de venir bosser avec nous? Je dis, ouais. Je pensais que c'était une blague, en fait, parce que Facebook, message, c'était... Et puis, je suis à Los Angeles un jour, à une convention, puis ce gars arrive, my name is John Musker. C'était vraiment le directeur de La Petite Sirène. Il m'amène à Disney, il me fait visiter l'ensemble. Je dis, puis là, je bosse sur des films là-bas. Et puis, le deuxième film sur lequel je bosse, il dit, on a cette histoire, c'est une petite fille, elle part à la recherche de ses parents, ça se passe dans les îles, on ne sait pas comment ça va s'appeler, etc. Et c'est devenu Moana. Donc, j'étais un des premiers artistes sur Moana. Donc, ça y est, tout content de ça. Vous connaissez Moana ou ça fait pas? Oui. Comment? Vaiana, oui, c'est ça, voilà, Vaiana. Donc, ça aura un peu plus d'effet. Donc, j'ai bossé là-dessus. Là, il faut que je me dépasse. En fait, on a terminé. Bon, je vais continuer un petit peu. Vous voulez que j'arrête ou que je continue? Je continue, OK, d'accord. Merci pour le fait. Vaiana, donc après Vaiana, je commence à bosser avec Laika, c'est pareil, il m'appelle. Le seul truc marrant, c'est qu'à un moment donné, j'ai créé une boîte parce que je veux être embauché dans une boîte. Et il m'envoie un email en me disant, écoutez, c'est super sympa, on a reçu ton dossier, on trouve que c'est charmant, mais on pense que tu devrais retourner à l'école pour apprendre à dessiner. Je dis, ça m'a tué. Et 2 ans plus tard, ils viennent me voir à CTM, ils me disent, écoute, on a un poste de directeur artistique, ça te dirait de l'avoir? Donc la leçon pour moi, c'était de ne jamais te demander, laisser venir, ça marche. Donc après ça a été Paramount, ils sont venus me demander si je pouvais bosser avec eux pour un projet, puis c'est devenu 8 projets, je crois, avec eux. Après, je bosse avec Illumination. Vous connaissez le truc avec les chiens, ça s'appelle comment ça? La vie secrète des chiens, c'est ça? Donc j'ai bossé là-dessus, c'était pareil. Ils me disent, on a un truc avec des chiens, ils font quoi? On ne sait pas. Fais des dessins, ils se baladent en ville, et puis tu verras. Donc j'ai commencé à faire ça, et puis c'est devenu La vie des chiens. Et puis plein d'autres films, quoi. Je me dépêche, parce qu'on est là. Après, c'est pareil, Marvel qui m'a appelé. Marvel, c'est marrant, parce qu'en fait, on vendait en ligne nos dessins, ces dessins-là, ceux-là, quoi. Un gars en avait acheté un pour sa femme, il l'avait dans le bureau avant de le donner à sa femme, et les éditeurs de différents comic books, je les avais vus, ils me disaient « C'est qui ce gars-là, est-ce qu'il bosse pour nous ?» Et donc ils m'appelaient, c'est comme ça que j'ai commencé à bosser avec Marvel. Après Marvel, j'ai fait quoi? Un jour, je me baladais, j'étais en Espagne, je reçois un coup d'appel, et c'est Adobe US qui me dit « On adore ton boulot, on fait un truc qui s'appelle Fresco », enfin ça s'appelait pas Fresco à l'époque, ça s'appelait Gemini. J'ai le droit de le dire, ça? Okay. Est-ce que ça te dirait de bosser avec nous? C'était il y a 2 ans. 1 an et demi, 2 ans. Et puis voilà, donc, et après ils m'ont appelé, « Hey, ça te dirait de venir en France et parler des gens en France ?» Je dis « Ouais, mais je ne sais pas de quoi, donc voilà. » Et je suis là. Pascal Campion. Super, merci beaucoup. OK, nous sommes arrivés à la fin de notre événement. C'est une occasion pour moi de vous remercier tous vous qui êtes venus ici en personne à la salle Wagram, à vous qui nous suivez online. Et je voulais aussi remercier nos partenaires de nouveau, donc Influencia, Étape, Tuto.com et Yamag. Et juste une dernière chose, rappelez-vous d'utiliser le hashtag #MaxCreativityTour si vous voulez communiquer avec nous après cet événement. Et nous sommes sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube et LinkedIn, un peu partout. Donc, rejoignez la conversation et taguez Adobe France. Et avec ceci, je vous remercie et à l'année... Ah non, pas l'année prochaine. À Adobe Max, à Lisbonne, dans 6 mois. OK? Je veux voir numéro français à Adobe Max en Lisbonne. Merci beaucoup.
It's time